Bonjour à tous. Comment shipper les yeux fermés, mais comment optimiser Claude Code pour shipper les yeux fermés? Le week-end dernier, 36 heures, c'est la plus longue session en autonomie de Claude Code. Il a tourné tout seul sur mon PC pendant 36 heures de suite sans que je lui demande quoi que ce soit. Et pourtant, shipper les yeux fermés, ça ne veut pas dire en aveugle. C'est tout le propos de cette présentation aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche que j'ai depuis plusieurs mois pour passer d'une approche où Claude fait un petit peu ce qu'il veut, n'importe quoi, à quelque chose où on va le contraindre pour le forcer à aller dans la bonne direction. L'idée, c'est de commencer par un petit état des lieux. Qu'est-ce que Claude Code? Qu'est-ce qu'il a sous la jambe? Qu'est-ce qu'il a dans sa besace? Pourquoi aujourd'hui je doute quand j'utilise Claude Code? Et je suis pas le seul. Ensuite, la démarche, je vais vous présenter un petit peu ce qui m'a amené à avoir ce regard orienté fiabilité. Enfin, ce qu'on va mettre au niveau des remparts, comment on va le robustifier, lui interdire des accès, et à partir du moment où c'est mis en place, comment on passe à la vitesse supérieure en n'en déclenchant pas un, mais plein. Et enfin, une petite analyse rétrospective et le bilan pour la suite. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a dans la besace? Moi, enchanté, je me présente, je m'appelle Cédric Charrière-Filler, je suis le président de la société Siliceum. C'est une toute petite entreprise, on est un collectif de freelance spécialisé dans la performance et la fiabilité logicielle. Nous, on travaille soit dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine du jeu vidéo. Et moi, les choses que je travaille au quotidien, c'est assez simple. Les objectifs, c'est, voilà, on doit distribuer une API en Europe complète. J'ai 40 minutes max d'indispo par semaine. Ou alors, le travail sur lequel je bosse en ce moment, pour le domaine du jeu vidéo, c'est t'as 30 millisecondes pour afficher une page web. Ça va être mon prisme personnel qui va vous permettre de comprendre la présentation. Et enfin, il y a deux obsessions qui m'habitent. La première, c'est la fiabilité et la perf, mesurer, corriger, optimiser. Je veux que ça tourne vite et que ça tourne bien. Et la métaprog, je viens du monde de la recherche. Moi, j'adore le code qui génère du code, qui génère du code. Et avec Claude, c'est génial parce qu'il génère plein de code et souvent, il a besoin d'être corrigé. Je vais commencer rapidement sur une présentation succincte de Claude. Je crois que vous êtes un paquet d'utilisateurs de Claude déjà dans la salle, mais c'est histoire qu'on puisse connaître les leviers qu'on a à disposition pour pouvoir le contraindre. Pour rappel, Claude Code, on ne parle pas du chatbot que vous avez sur votre navigateur, on parle vraiment de l'agent que vous allez ouvrir sur votre console de commande. Vous allez lui faire une bafouille et lui, il va lire les fichiers. Il va venir lancer des actions, les modifier, lancer des scripts, et normalement, en théorie, c'est vous qui validez ce qui se passe. En 30 secondes, un token, vous vous rappelez, j'ai une phrase, je la décompose, et lui, il va déjà transformer ça en signal. Le nombre de tokens, ça va définir la quantité d'espace que vous allez avoir dans sa mémoire. Claude fonctionne avec ce qu'il appelle un contexte. Le contexte, c'est la taille de sa tête quand il va devoir travailler, et dedans, il va y mettre des fichiers Claude qui va charger au début, des fichiers lus, toute la conversation que vous avez eue, à chaque fois que vous renvoyez un message, il recharge tout. Et enfin, les prompts. En gros, 1 million de tokens, c'est chez moi environ 75 000 lignes de code. Donc on est loin d'absorber l'intégralité d'une base code legacy qui des fois explose en millions. Il va falloir trouver des stratégies. Claude fonctionne par principe de session. Ah oui, je vais commencer les gros mots, je suis désolé. Des fois, je donne mes techniques. Si ça coince, levez la main, n'hésitez pas. Mais après, je vais commencer à expliquer chacune des étapes. Claude fonctionne par session. La session, ça commence au moment où vous allez commencer à parler avec lui. Lui, il va changer son contexte. Claude, son Claude.md, des règles, des skills qu'il a découverts. Puis, il va lire l'intention, la user prompt submit. Là, il va activer les premiers skills. Et enfin, il va rentrer dans une boucle où il va lire des fichiers, éditer, lancer des scripts, lancer des tests. C'est là que se fait la moulinette. Et enfin, il vous dit quand il a fini. Ça, c'est une session. Vous avez plusieurs manières d'utiliser Claude, en direct, en interactif, dans votre terminal. Ça, typiquement, vous l'utilisez au quotidien. Vous avez aussi une manière de l'utiliser en petit répé, en headless. En gros, vous pouvez l'intégrer dans une CI, dans un cron, dans un script, pas d'humain dans la boucle. Jusqu'à normalement le 15 juin, c'était le même prix que l'interactif. Ça devrait pas tarder à changer. Maintenant, c'est payé au token API usage. Juste pour revenir sur les 4 modèles. En gros, Claude, c'est 4 modèles. IT, le moins cher, celui qu'on lâche sur les tâches qui sont
massive. Typiquement, vous avez besoin de lire une quantité astronomique de fichiers pour en faire une synthèse. Une flopée d'haïkus, ça fait le café. Ça permet de faire du balayage rapidement. Sonnet, c'est celui que j'utilise usuellement pour pouvoir faire du code. Le Gaillard, lui, c'est un cheval de trait. L'idée, c'est que la plupart de mes cycles de développement passent dessus. Il écrit le code, déroule les tests, il est capable de relire une EMR. C'est niveau par défaut. Est-ce qu'il est moins cher qu'Opus ? Ça se négocie, ça se discute, parce qu'en fait, il a tendance à réfléchir beaucoup. Donc franchement, c'est à mesurer. Mais ça, on en discutera. Et Opus, normalement, c'est le lourd. C'est celui qu'on lance pour les problèmes complexes ou la planification. Typiquement, vous allez dire à Opus, « Ouh là là, j'ai un truc très compliqué, tu vas m'aider à le décortiquer. » On reviendra dessus. Et bien, c'est lui qui va faire la grosse analyse et ensuite, on va envoyer le travail sur les sonnets. Et un peu, oui, il y avait Fable 5, l'impossible, le tout dernier, le plus capable. La semaine dernière, je buvais une bière et on dit « Oh là là, il est sorti !» Le soir en rentrant, j'ai siphonné tous mes tokens en 3 prompts. Je serais incapable de vous dire s'il est bon, il a juste fait une relecture de l'intégré de mes skills. Est-ce que c'est mieux qu'un 4.8 avec un bon harness ? Aucune idée. Puis vu que je suis pas américain, j'en aurais aucune idée. Claude, il a une mémoire. En fait, Claude, c'est un salarié que vous avez chez vous, sauf qu'en fait, il oublie tout ce qu'il fait une fois que vous fermez le terminal. Enfin, ou presque. Lui, il fonctionne avec une notion de contexte. C'est sa fenêtre du travail du moment. Elle est jetable. Dès que vous faites un clear ou un compact, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir trouver des stratégies pour qu'il conserve de la mémoire. En local, sur votre PC, il doit enregistrer des trucs. Il y a un fichier, un petit JSON-L, dedans. C'est l'outil qu'il utilise quand vous voulez relancer une session avec Resume. L'idée, c'est qu'il va relire ce fichier, il va tout absorber, et il va vous le ressortir. Alors, vous pouvez l'utiliser pour ça. Vous pouvez aussi l'utiliser pour analyser la manière dont vous utilisez Claude. C'est là où ça devient intéressant. Ou même, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez faire l'affichage d'interface qui va vous montrer le déroulé d'un agent en temps réel. Ça, c'est hyper pratique. Le problème, c'est que le JSON-L, c'est local à une machine. Et la notion de mémoire déportée. Le plus connu, c'est le Claude.md. C'est celui dans lequel il va s'injecter à chaque prompt. Je vais revenir dessus. Mais en gros, des fichiers dans lesquels vous allez mettre de la data dure qui va revenir régulièrement. Moi, perso, j'utilise aussi deux types de structures de données. Les données qui sont stockées par API, dans lesquelles je vais pouvoir faire des filtres, des appels, typiquement Ticket GitLab, et tout ce qui va être autour de la DB, grosse base de données SQLite, pour pouvoir stocker des métriques, de l'état, bref, pour pouvoir stocker des choses un peu plus denses, et dans lesquelles je vais pouvoir faire de l'agrégation. Rapidement, sur le CloudMD, c'est quoi ? C'est un fichier dans lequel on va mettre du contenu. Mais attention, moi, je ne préconise pas de mettre un README. Le README, c'est un autre fichier qui vous explique comment ça marche. Ça, c'est un contrat. C'est le contrat que vous allez dire à Claude pour lui dire « Voilà comment tu dois bosser ». Dedans, alors, là, je l'ai mis en français, vous pouvez lui parler la langue que vous voulez. Il est un peu meilleur en anglais qu'en français. Mais dedans, dans ce contrat, ça va être partagé chacune des sessions. Mais comment on écrit un bon CloudMD ? Comment ça marche ? Moi, ce que j'aime bien, c'est lui mettre des règles permanentes. Attention, tout ce que vous allez mettre dans le CloudMD va compter dans le contexte, ça va réduire vos tokens, donc plus vous en mettez, plus vous payez. Donc il va falloir vraiment être malin. Mais en gros, j'ai tendance moi à beaucoup mettre les notions de toujours ou de jamais. Toujours, quand il se passe ça, fais ça. Jamais ne fais ça. Et également, ajouter des éléments qui sont intrinsèques, typiquement, attention, pour la gestion de secret, utilise ça. Bref, des règles permanentes qui vont être utilisées. En fait, vous pouvez en mettre un peu partout. À la racine, dans votre local. Ça, je reviendrai un peu après. En plus du CloudMD, vous avez la notion de skill et de rule. Le skill, je détaillerai. Mais l'idée, c'est que vous pouvez associer, par exemple, des postfixes de fichiers, comme .rs, pour dire, quand tu as tel suffixe, va charger tel skill. En gros, c'est dire, dans tel contexte, viens chercher tel élément de mémoire. Ça peut être là, ça peut être par un emplacement dossier, ou ça peut être lors d'un événement bien spécifique. L'idée, c'est de venir déclencher des chargements de contexte lors d'événements précis. Et les savoir-faire, on le met où alors ? J'ai une trentaine de fichiers chargés à la demande. Chargés à la demande, c'est vraiment ça ce qui est important, pour éviter de tout polluer. Typiquement, à la racine, c'est des skills. Les skills, on va revenir, c'est une approche protocolaire qui décrit les démarches étape par étape. Et dedans, j'ai greffe aussi des notions de mémoire. En fait, toute la mémoire chronologique qu'on a eu au sein du dossier, et des éléments qui peuvent être sensibles, comme les éléments de sécurité, par exemple. Les CloudMD, vous pouvez en mettre un peu partout. Vous pouvez en avoir un global qui va s'appliquer à tous vos projets.
Vous pouvez en avoir un par projet. Vous pouvez en avoir un par sous-dossier. Vous pouvez en avoir un par sous-sous-dossier. En fait, ça va s'empiler. Le gros intérêt avec ça, c'est que vous allez pouvoir personnaliser et spécifier selon chaque projet, mutualiser des éléments, aller du plus général au plus précis. Typiquement, quand vous vous retrouvez dans le fichier de test du front-end, vous allez pouvoir mettre des éléments plus spécifiques relatifs au test du front-end. C'est là où c'est vraiment intéressant. Vous allez venir composer ces CloudMD imbriqués. Le skill, c'est quoi? En gros, c'est un dossier. Un dossier dans lequel vous avez un skill MD à l'intérieur, qui va être chargé à la demande, qui va dérouler tout le protocole, composable avec les autres. Dedans, le nom, quand est-ce que ça se déclenche. Je préconise aussi de mettre une notion de version. Pour le monitoring, c'est vraiment idéal. Et en fait, dedans, c'est un dossier, ça veut dire que pouvez mettre d'autres choses. Des assets, des templates, du contenu. Typiquement, quand vous allez générer un ticket sur GitLab, vous allez pouvoir lui mettre dedans un script CLI qu'il va pouvoir invoquer pour faire le ticket, un modèle de template et un test qui va venir vérifier la structure du ticket que vous allez envoyer. Vous pouvez lui donner à manger, alors n'hésitez pas. Les skills, du coup, vous pouvez les spécialiser par domaine. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on va pouvoir les associer. Le skill séquence invoqué, il porte sa propre frontière. C'est là où c'est vraiment hyper intéressant. C'est ce que je vous disais pour le front-end. Et moi, j'ai même des skills un peu particuliers qui me font l'audit de manière généraliste sur plusieurs de mes projets. Le gros intérêt, c'est qu'un skill, c'est composable. En gros, j'ai un skill d'audit qui va appeler tous mes sous-skills d'audit, qui va ensuite appeler des skills d'écriture. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est que c'est des briques qui vont venir se composer les unes les autres. Au-dessus des skills, vous avez les commandes. Les commandes, c'est des petits outils que vous pouvez utiliser directement depuis la console, / et vous les utilisez. Ce que j'utilise le plus, le plan, c'est la carte avant l'assaut. On réfléchit avec lui pour réfléchir à une feature. Le goal, je l'aime beaucoup celui-ci, le goal, en fait, il va répéter un objectif tant qu'il n'a pas validé la condition que vous lui avez donnée. Corrige-moi tous les tests tant que le taux de test tous les tests ne sont pas verts. C'est vraiment l'objectif du goal. Ou voici une roadmap avec 50 éléments à faire, tu me dépiles les 10 tickets à réaliser. Et après, les loops et monitors, je vous avoue qu'en fait, il le fait à ma place, ça, Claude. Loop, il va répéter toutes les n instants une même commande. C'est pratique pour aller tester des choses ou répéter des choses. Typiquement, moi j'ai des loops qui me permettent d'aller regarder périodiquement les logs de la prod pour voir s'il n'y a pas eu des cacahuètes. Alors que le monitor, par exemple, j'ai une pipeline CI qui tourne, il va les monitorer jusqu'à temps qu'elle soit finie pour voir s'il y a eu des problèmes dans la pipeline. Et après, vous pouvez faire les vôtres. Vous pouvez les greffer au-dessus des skills, et c'est parti. Et en dessous de Claude, on a les hooks. Les hooks, c'est quoi? C'est des leviers de personnalisation que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir lancer des actions, invoquer des scripts ou utiliser des skills. Vous allez en avoir au tout début, quand la session se démarre, quand l'utilisateur commence à prompter. À chaque outil qu'il va utiliser, il y aura un hook avant, après. C'est hyper pratique, par exemple, pour économiser des tokens quand il va vous vomir une quantité de data. Vous avez votre linter, par exemple, qui vous dit tout ce qui va bien et tout ce qui va pas. Peut-être que vous avez juste envie de prendre juste tout ce qui va pas et vous lui envoyez juste ça. Et vous économisez tous les tokens que vous ne lui avez pas envoyés. Le préféré d'un de mes associés, c'est le pré-compact, parce que lui, il a du mal à compact régulièrement ou à nettoyer sa session. En gros, quand on arrive presque au moment où il va tout nettoyer, on envoie un petit modèle qui fait une petite synthèse, hop, et il pourra la rouvrir à la prochaine session. Ça, c'est un exemple d'une de mes commandes, que je détaillerai un peu plus tard. En gros, l'autopilote, je l'aime bien. Je lui dis, tiens, tu compiles le backlog, tu prends N tickets, tu les répartis dans 5 workstreams, tu fais les 5 déploiements, et moi, je relirai les 5 MR à la suite. L'idée, c'est que l'autopilote, il lance le développement sur plusieurs éléments, avec des scripts différents, et après, moi, j'ai plus qu'à relire complètement. Donc, c'est vraiment ça que je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ensuite. C'est vraiment l'intérêt, de venir composer. J'ai aussi des commandes d'audit, des commandes de diagnostic. Vraiment, c'est s'approprier son environnement Cloud Code. Ça, c'est une petite aperçu de ce qu'il y a du coup sur les projets dans la boîte. Une dizaine de plugins installés. Le Superpower, c'est une dinguerie. Hein. Superpower d'Anthropic, je vous le préconise. Dedans, c'est de la bombe. Des choses pour diagnostiquer, faire du brainstorming, du debugging systématique. J'adore. Le Playwright, ça c'est incroyable. Vous allez lancer votre test, il va vous ouvrir automatiquement votre navigateur, il fait les tests en automatique. Même en dehors du test, vous avez envie de lui dire, tiens, va checker ça sur tel site, il va ouvrir votre Playwright et puis il va commencer à naviguer dedans.
incroyable. Après, quelques éléments spécifiques, des skills, des rules, beaucoup de rules, et le plus gros, en fait, c'est pas du code, c'est du script CLI déterministe. En fait, quand je vais répéter une action plusieurs fois, plein de fois, ben peut-être que c'est pas une IA dont j'ai besoin, mais c'est du déterminisme, une action que je vais venir répéter. Du coup, on a les bases. Ça, c'était la petite présentation succincte de ce qu'on avait sous Claude Code. On va pouvoir rentrer dans la partie un peu plus rigolote. En gros, une fois qu'on a ça, moi j'ai plusieurs questions. J'utilise Claude Code. Il m'a généré beaucoup de code. Mais est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est conforme à ce que je lui ai demandé? Est-ce que c'est ce dont a vraiment besoin l'utilisateur? Puis combien ça me coûte? Et là, on arrive au moment du doute. C'est le moment où on a le premier boss qui se montre devant nous, grand méchant, des grandes dents, et il nous montre qu'en fait, l'outil qui paraissait magique n'est pas si magique que ça. En fait, je suis pas tout seul à le penser. Microsoft Google avait fait une sortie en 2025 qui disait qu'aujourd'hui, 30% du code des grandes boîtes était écrit par l'IA. Ça va augmenter de plus en plus. Veracode qui explique que 45% du code qu'ils ont analysé, il y a porté une faille de sécu. Il y avait un super blog la dernière fois sur la sécu. C'est des choses à considérer, vraiment. API Hero qui nous dit que, on a détecté 153% de défauts de conception en plus dans le code généré. Et le problème, c'est que tout ça, ça donne une illusion de correction. Vous avez sûrement lu du code généré par IA, ça ressemble à du code correct, ça a la tronche d'un code correct, bref, même vous auriez peut-être pas fait mieux. Et le problème, c'est que ce n'est qu'une illusion. Là, cette petite issue que j'ai trouvée rigolote à partager, vous avez sûrement entendu parler d'énormément de gens qui ont eu des bases de prod qui sont tombées parce qu'ils avaient laissé les accès à Claude. Bon, ça arrive aussi avec des scripts de migration qui étaient mal configurés. Là, ce qui a été rigolo, c'est qu'en fait, ils ont supprimé la prod, mais en plus, ils ont supprimé les backups. Ça, c'était rigolo. Celui-ci, moi, il m'amuse beaucoup, c'est une issue sur Gemini, En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug sur le M4dir sur Windows, et quand ils déplaçaient des fichiers, ils les supprimaient. Donc ça a été close depuis. Mais l'agent, au déplacement des fichiers sur Windows, supprimait les fichiers qu'il était en train de déplacer. Il n'arrivait pas à générer le dossier, donc tant pis, c'est perdu. Oulala. Et l'approche naïve qu'on... je vous avoue, le premier Claude Code que j'ai utilisé, j'ai dit, ça a l'air magique, tiens, vas-y, fais-moi un module de facturation. Alors là, il s'emballe, il part dans un tunnel 20 minutes, il me fait un truc de fou, 47 fichiers, 1500 lignes de code, l'interface a l'air presque correcte, c'est cool. Mais ça marche pas. Et alors ça, c'est les 3 boss que j'ai rencontrés les derniers mois sur les trucs où ça m'a marqué. Et ça m'a dit qu'ok, il était temps qu'on arrête de vibe coder comme un zinzin et qu'on mette un peu de confiance. Le fléau multitenant, une appli, je vais coder une petite appli dont je vous parlerai. Trop content, ça marche bien, elle est multi-utilisateur, elle permet de faire des checks du health monitoring sur des sites distants. Sauf que mon collègue se rend compte qu'il a accès à toutes mes données. Alors on n'est pas du tout dans la même organisation. Ça m'ennuie, ça fuit. Le faux vert, pourtant, je l'ai fait tester avec un test qui marchait bien. Il m'a même dit que le test, il était vert, il était OK. Et moi, naïvement, je me suis dit, si c'est testé, c'est qu'il n'y a pas de bug. Bah non, ça marche pas comme ça, les tests. Et le dernier bug d'il y a quelques semaines, me suis rendu compte qu'en fait, Claude, il a aussi besoin d'informations sur le contexte dans lequel il s'exécute. Les tests fonctionnaient, je m'en étais assuré, ça marchait hyper bien en dev, pas de problème, mais en fait, je me mange des 503 en boucle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agent, lui, ce qu'il voyait, c'était son environnement, avec le code, l'app qui tourne, mais pas l'environnement. Et le drift entre la config et son fonctionnement font que, pouf, une cacahuète dans le potage. Et enfin, je crois que ça, c'est ceux qui me font le plus arracher les cheveux, faire de design graphique avec Claude, j'ai toujours un peu de mal. Vous avez sûrement essayé de passer plusieurs centaines de sessions sur un moment précis juste pour aligner une icône un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et même dans la présentation, vous verrez des icônes qui sont pas alignées. Voilà. Bref, quand vous mettez tout ça cumulé, les bugs, le contexte, les choses compliquées, on arrive à un moment où on se met à douter. Qui plus est, des fois tout passe, et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec le métier. Ouais, c'est pas son boulot, hein. Il fait ce que vous lui demandez, mais il vient pas challenger. Mon collègue, lui, il le fait. Claude, il le fait moins. Tout est vert, mais le besoin métier, lui, il est pas cohérent. Je m'explique. Je peux me retrouver avec 3 pages, et sur les 3 pages, il a codé différemment le module
de health check. J'ai vraiment 3 composants différents. Pour lui, pas de souci, mais c'est juste que lui, il a implémenté chacune des pages individuellement. La cohérence ne fait pas partie de son langage. Du coup, le doute est posé. Comment on fait pour remettre un peu de méthode là-dedans, créer les premiers remparts et le structurer? Lui donner des rails. Je lui dis, OK, mon coco, moi, mon taf, c'est la fiabilité. Je vais te faire souffrir comme on fait souffrir les équipes. Tu vas voir, on va pas rigoler. La démarche, comment on passe d'un prompt unique à la chaîne. Un peu de contexte, c'est l'appli que je vous expliquais, que je vais y coder comme un zinzin, un petit sas de monitoring de qualité continue. Comment je suis arrivé à mettre un petit peu de contraintes et de règles dedans? De novembre à février, je codais comme un zinzin. Je codais sur mon téléphone, dans la baignoire, 3000 commits en peu de temps, freestyle durant la soirée de Noël, c'était très rigolo, ça marchait presque. Des fuites dans tous les sens, ça marchait pas du tout. C'est un petit peu notre métier de fiabiliser. Est-ce que ce serait pas intéressant d'étudier comment on peut démêler tout ce truc infâme, fumant et monstrueux, c'est quasiment 1 million de lignes de code, parce qu'il en génère, hein, pour faire quelque chose de plus simple. Bon, vous voyez, c'est en février, on est au mois de juin. Du coup, plutôt que de vous expliquer chacune des astuces à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter la méthode, et sur chacune des méthodes, des éléments qui sont propres. Est-ce que c'est du script? Est-ce que c'est une commande, un style, une rule, une étape CI ou un juge LLM? Une étape CI, c'est ce qui tourne dans un serveur distant quand j'ai enregistré, que ça va tourner tout seul pour valider que ça marche. Et le juge LLM, c'est quand je fais analyser le travail d'un LLM par un autre LLM. Je fais de la review, quoi. L'idée, pour commencer, c'est de se dire, OK, plutôt que de lui faire tout d'un seul coup, on va une méthode un peu plus propre, en découpant ça par petits bouts. Donc passer d'un prompt unique à une chaîne, pour cadrer, spécifier, découper, exécuter, vérifier et tracer le besoin. L'idée, c'est qu'à l'étape 5, on répond aux 3 questions. Est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est conforme à la demande? Est-ce que c'est le vrai besoin de l'utilisateur? L'objectif, c'est que chaque maillon produise un artefact, un livrable qui est structuré, qui a toujours la même forme, que je peux contrôler, toujours, que je puisse vérifier. Donc, par exemple, je vais pouvoir générer une MR, je veux m'assurer que dans la MR, j'ai toutes les étapes qui sont dedans, et que j'ai les critères d'acceptation, et que ce soit versionnable pour revenir dans le temps et me faciliter l'analyse rétrospective. C'est quoi un livrable? Ça va être une spécification, ça va être un plan documentaire, ça va être du code, ça va être... Oui, je mets quelques gros mots aussi, un ADR ou un post-mortem, je reviendrai dessus. Mais bref, un artefact, c'est un livrable qu'on peut relire, rejouer, éprouver. Juste rapidement, je vais détailler une approche entre la feature et le bug fix sur ma manière de fonctionner. Le tout début est un peu différent. Mais après, c'est le même tronc commun. J'aime beaucoup le plugin Brainstorming. Donc, en gros, quand j'ai un nouveau besoin sur une nouvelle feature, j'ouvre une session Cloud Code, et avec Brainstorming, il vient questionner et on répond. Skill que je vous conseille. L'idée, c'est vraiment de venir défricher le besoin, de l'utiliser comme on dit, c'est un partenaire d'exploration. C'est le même travail quand vous vous mettez avec vos collègues autour d'une table sur le besoin. Et l'intérêt, c'est de faire l'effet de pancine. L'objectif, c'est qu'à terme, on puisse générer une intention explicite. Pour la partie bug, aujourd'hui, je le contrains à commencer par isoler le cas. Est-ce que tu arrives à le reproduire? Oui, parce qu'en fait, souvent, il part tout feu tout flamme en mode « je sais ce que c'est ça ton problème », et en fait, il est juste complètement à côté. Donc là, je dis non, tu commences, je lui mets un petit skill, systematic debugging, très très bien, tu commences, tu le reproduis. Et une fois que c'est reproduit, tu me fais un test qui me prouve que tu reproduis 100% des cas. Et ton objectif, c'est que tu vas itérer jusqu'à temps que ce bug, il passe au vert. Ça ne prouve pas qu'on a corrigé tous les bugs. On vient juste défricher l'emplacement spécifique dans lequel on avait un cas particulier et on vient s'assurer qu'on l'a contrôlé. Et ensuite, une petite partie de LLM avec un skill qui va venir relire tout ça pour étudier le blast radius. L'impact que votre fixe il peut avoir sur le reste de votre appli. Donc l'idée, c'est de passer d'une étape où on lui dit « corrige ça » à une étape où lui, il va reproduire, se rendre compte, de mettre en place le test de confirmation, le corriger, étudier l'élément. Passer de là. Je croise des doigts à « ça marche un peu mieux ». Derrière, si vous voulez, en annexe, je vous présenterai les skills qu'on a chez nous sur la partie d'écriture de test. Et sur la partie « je corrige le test » et la partie « j'implémente la feature que tu m'as demandé », il y a une phase de planification. Comment on passe de l'intention, de correction ou d'implémentation à une tâche implémentable.
L'objectif du plan, comme le brainstorming, c'est qu'on réfléchit à comment on va créer une traduction entre l'intention et l'implémentation technique. Par où commencer, quelle cause racine, comment traiter en premier. Bref, on va venir mettre sur la table un petit peu tout ce qu'il faut faire pour ensuite en définir un plan daté. En fait, on est en train de découper, c'est un backlog refinement dans lequel on vient spécifier chacune des sous-tâches. Et l'intérêt, c'est que ces sous-tâches, on définit le chemin critique pour savoir ce qu'on peut faire en parallèle. Et après, pouf, ça me fait des tickets. Une fois qu'on a dépilé, là c'est un petit exemple d'une spec, par exemple. Là j'en ai une en vrai, je vous la montrerai, mais l'idée c'est vraiment... En fait c'est notre travail au quotidien, quand on a des gros tickets bien structurés. Le titre, la catégorie, les pics auxquels je suis rajouté, le contexte, les critères d'acceptation, les specs Gherkin qui sont centralisés directement dans mon code. Ah bah oui, j'ai pas internet. Donc je vous le montrerai plus tard. Mais du coup, vous avez une bonne grosse spécification bien méchante dans laquelle j'ai vraiment les critères d'acceptation, le contexte, critères de reproductibilité. Là, j'essaie de lui faire injecter des screenshots pour qu'il puisse reprendre a posteriori, mais en fait, ça devient un état de la mémoire à un instant précis. Et je lui injecte aussi les NFR, tout ce qui va être les contraintes non fonctionnelles. Vraiment. Par exemple, je dis, écoute, mon grand, tu vas me faire une tâche, parce que là, c'est vraiment très lent. Il faut que le premier affichage de l'écran, il soit fait en 1,5 secondes et que le moment où je peux couper le premier élément, ça se passe en 100 millisecondes. Ça, c'est vraiment ton objectif. Donc, pour ça, tu vas m'implémenter une petite tâche qui va passer sur le staging régulièrement, toutes les nuits. Et si ça plante X fois, tu le fais. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de mettre en place des contraintes non fonctionnelles pour venir cadrer l'environnement. Pourquoi je fais ça? Un truc tout bête, j'en avais marre des écritures blanches sur fond blanc. Vous l'avez peut-être vu quand vous faites un thème noir. Eh ben, je dis, écoute, mon grand, l'accessibilité, c'est obligatoire. Tu vas te manger les specs d'accessibilité. Sur la sécu, pareil, hors de question que tu me fasses fuiter des mots de passe directement dans l'environnement. Je veux pas d'API qui traîne. Tu me checkes tout ça. L'internationalisation. Vous avez essayé de faire un peu d'internationalisation avec Claude? Il laisse passer tout le temps des petits bouts de texte en français, en anglais. Il a du mal. Je dis, écoute, tu me saoules. De toute façon, s'il y a un bout de texte en dur qui est mis, ça marche plus. Donc, ça fail si ça manque. Bref, moi, je vous invite vraiment à venir obliger des spécifications non fonctionnelles pour venir le contraindre au maximum. On a donc découpé par livrable traçable. Ouais, je suis désolé, les yeux fermés, mais il faut quand même les ouvrir pour les valider. Moi, j'aime quand même beaucoup valider les livrables un par un pour m'assurer que tout tourne. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on passe d'un statut de je code beaucoup à je valide un petit peu tout ce qui se passe et je suis plutôt d'accord avec les étapes qui me sont proposées. Donc là, je verrouille, on ne code pas avant que j'ai validé l'étape. Et ensuite, sur le développement, c'est ce que je vous disais, spécialisation par domaine. Je voulais juste expliquer un truc. À l'époque, ils avaient mis en place des agents. Des agents, c'était censé être un gros prompt qu'on allait lancer qui avait plein de compétences, qui est adapté à un domaine précis. Moi, je trouve que c'est moins bon que les skills qu'on peut actionner par rapport à des rules dans des contextes précis. Après, c'est que mon avis. Il utilise encore mes agents. Ça m'émeut parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Mais souvent, c'est les skills sur lesquels je m'appuie le plus. On a donc tout ce qu'il faut pour faire de l'exécution en parallèle. On a des tâches qui sont spécifiées, qui sont livrées, qui sont documentées. On commence à mettre des premiers garde-fous. Et Claude propose des outils internes qui le facilitent bien. Depuis février, par exemple, le Worktree est natif. Le Worktree, en gros, si vous utilisez Git, ça vous fait une copie de votre repo en local, dans un dossier précis. Moi, j'ai des scripts de génération de Worktree. Il va me générer l'environnement, une branche par Worktree. Comme ça, l'objectif, c'est que chaque agent qui travaille en parallèle, il se marche pas sur les pieds de l'autre agent. Parce que sinon, c'est une horreur. Chacun modifie le même fichier et ça part n'importe comment. Là, chacun a son Worktree et fait son travail dans sa chambre. L'idée derrière, c'est qu'après, pouf, on peut en lancer beaucoup trop. Ce que j'aime beaucoup, c'est le LSP. Le LSP, ça vous parle ou pas? Quand vous ouvrez votre éditeur de code, c'est le trouge quand vous avez écrit une bêtise. C'est celui quand vous cliquez sur un outil, vous vous dites « donne-moi toutes les références », mais il vous donne toutes les références. Ça vous fait économiser beaucoup de tokens, parce qu'en fait, plutôt que d'aller lire un fichier complet, il va avoir accès à la structure, l'organisation de votre code. Comment il marche? Claude, il voit le LSP comme un IDE.
Claude, il va dire, je suis en train d'ouvrir mon main.rs. Ah, attends, je l'indexe, je le type. Claude, est-ce que tu vois des erreurs? Ah oui, tiens, ligne 42, le type ne correspond pas. Ligne 57, il y a déjà une valeur déjà empruntée. Et là, à ce moment-là, Claude, il va pouvoir lire ses diagnostics en temps réel et faire les correctifs. Donc le gros intérêt, c'est qu'on n'attend pas d'avoir fini d'écrire sur un fichier pour détecter au plus tôt les problèmes que l'on a rencontrés. Alors, ce qui est bien avec les LSP, c'est qu'on peut en brancher des bricoles. On peut caler des règles de linter maison. C'est là où je lui dis, tu vois, tu vas utiliser mon design system parce que si tu l'utilises pas et que tu utilises des boutons natifs, pouf, une fessée. Je vais pouvoir aller un peu plus loin en faisant l'AST-grep. Je vais encore revenir des gros mots. L'AST-grep. L'AST, c'est la manière de représenter votre code source sous forme d'arbre, en gros. Parce que votre compilateur ou votre runtime, il interprète votre code comme si c'était un arbre avec des petits chemins. Et l'AST-grep, ça permet de contraindre votre code à des motifs précis. C'est vraiment le contraindre à des motifs. Je prends un exemple très concret. Quand je fais une migration SQL avec le LSP SQL, je lui dis attention, tu as le droit de créer des colonnes, mais tu n'as pas le droit d'en détruire. Donc je vais le forcer sur les rallye. Ou quand il vient créer une nouvelle feature et qu'il va m'ajouter une nouvelle page en vue, je lui dis attends, si tu me crées une nouvelle page en vue, tu es obligé d'intégrer le feature flag, donc la manière de désactiver la feature en temps réel sur l'appli. Je peux vraiment créer des motifs particuliers pour le contraindre, qui sont beaucoup plus économes que des regex et beaucoup plus faciles à écrire. Puis Claude, il sait très bien gérer les éléments en ST. Et si vous savez pas ce que vous voulez niveau LSP, vous pouvez surcharger la marketplace locale pour injecter les propres vôtres. Moi, j'en ai des maisons avec du LSP vue, du HTML, du CSS qui vient me corriger les éléments de temps réel. Vous pouvez vraiment aller en chercher pour injecter les propres vôtres. Et quand ça ne tient pas avec le LSP, vous avez toujours l'option d'injecter dans un hook des scripts qui vont valider le travail qui est en cours. Et l'étape juge, c'est quoi? C'est dire, ok, on a implémenté tout ça, on a fait une spec, on va rassembler les deux, et les juges, ils vont aller analyser ça. Moi, j'en ai deux. J'en ai un qui vient vérifier le code modifié. Lui, il vient s'assurer que le code Green qui a été demandé, l'évolution de la spec, ait bien été validé à chaque étape. Donc, il va s'assurer que le test fonctionnel de BDD est bien implémenté, qu'il tourne, qu'il fonctionne et qu'il correspond à la spécification. Et j'en ai un autre, lui, en modèle en pouce un peu plus gros, qui va aller relire le fond comme si c'était un reviewer humain. Donc l'idée, c'est que j'en ai deux. L'idée, c'est pas de me remplacer dans mon travail, c'est vraiment de me donner de l'aide dans la revue en me détectant des choses qui ne vont pas. C'est vraiment de défricher au maximum ce qu'on aurait pu trouver. L'idée, c'est que la machine relise la machine. Alors, j'ai même en local des commandes pour faire de l'ultra review encore plus fort, encore plus costaud, vas-y. La revue technique par les agents. Et enfin, vous. Et pour moi, il y a des choses qui sont non négociables. L'histoire de la donnée multitenant, ça marche bien sur un projet labo. En clientèle, c'est hors de question. Tout est relu obligatoirement, mais c'est fléché. Donc, dans la pipeline, ces éléments de relecture sont relus manuellement. À mon sens, et c'est ce qui est en train de faire consensus partout, si c'est vous qui faites pousser le code par les agents, c'est vous qui en êtes responsable. Vous accordez cette confiance à ce code-là, c'est votre truc. Donc, si vous l'avez poussé, c'est de votre responsabilité. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que mes collègues humains, ils détestent les écrire. Mais alors, le problème de Claude, c'est qu'il perd la mémoire à chaque fois qu'il ferme sa session. En fait, ça devient sa mémoire. C'est des trucs que j'utilise beaucoup en tant qu'archi et que j'utilise encore plus avec les agents. Typiquement, toutes les décisions d'architecture qu'on prend pour revenir dedans, les adhère. Donc, je prends ma décision, tout le process de réflexion, pourquoi on a pris ça ou pas, qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là avec le contexte. On sait qu'on a mis la poussière sous le tapis, c'est de la dette, mais on reviendra dessus. Et quand on reviendra sur ce sujet-là, parce qu'en fait, les ADR, il faut aussi les relire régulièrement, on va pouvoir revenir rechallenger ce qui a été mis en place. Ça, pareil, j'ai un skill Regarding Decision où on discute ensemble au moment de la planification, ça va être invoqué par ces éléments-là pour les tracer de manière automatique. Les rapports de livraison, comme vous faites habituellement, les rapports de livraison pour dire voilà tout ce qu'on a fait, voilà tout ce qu'on a rassemblé ensemble, et voilà ce qu'on a testé, ce qui manque encore dans le test à réaliser. Pourquoi? Moi, c'est plus pour les investigations. C'est pour corréler les éléments de déploiement à une release, à une étape d'investigation pour accélérer le rythme de détection des bugs.
L'analyse d'incidents, les post-mortem, moi j'aime bien ce mot-là, c'est rigolo. Le post-mortem, c'est quoi? Crash prod, il s'est passé quelque chose, on remonte l'enquête. On vient de tracer tout l'historique de ce qui s'est passé avant que ça se passe, jusqu'au moment où ça éclate. Puis, les actions qu'on a mis en place pour le corriger rapidement, et les fixes et les actions pour que ça tienne. Donc, la cause racine, les fixes et les actions de suivi qu'on a mis en place. Et la dette assumée, vraiment tout ce qu'on a mis sous le tapis, on se dit, ok, de toute façon, on fera ça plus tard, on le sait bien. Ou, ben ça c'est aussi générable. Vous faites par une phase d'audit sur une base legacy, les éléments qui vont dire, oula, attention, il y a des trucs qui ne vont pas du tout, et ça permet de faire remonter les éléments de dette. C'est un bout de backlog à faire remonter. Et le post-mortem, moi je le déclenche pas qu'à la prod. Quand j'ai 3 fixes par Claude qui ne marchent pas, typiquement, corrige-moi la couleur du texte blanc sur ce fond blanc. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, on fait un post-mortem, en fait ça marche pas. Analyse-moi tout ce que tu as fait et comprends ce qui bloque dans la méthode pour me proposer une action. Bon, des fois ça suffit pas. Et si j'ai un post-mortem, 2 post-mortem, 3 post-mortem, alors on fait un méta post-mortem en mode ok, peut-être que la méthode elle marche pas, donc il faut qu'on revienne sur la manière d'écrire le post-mortem pour pouvoir réécrire cette méthode. Mais l'idée, vraiment, c'est que chaque problème rencontré devient une opportunité d'amélioration de la méthode de travail. Maintenant qu'on a posé la démarche, on va aller encore plus loin dans la manière de borner. C'est le moment où on met des grosses murailles autour du château, on hisse la herse, c'est parti mon kiki, les zombies ne passeront pas. Ouais, ça c'est juste parce que je trouve que c'était ultra nécessaire, pourtant c'est obvious, mais important. Pour moi, Claude, il a fait ce qu'il veut sur la dev locale, hein, c'est freestyle, il a même intérêt de jouer avec tout. Par contre, sur la pré-prod, ben, il peut écrire et itérer, mais si je l'autorise, il peut exécuter des commandes si je l'autorise, il peut déployer si je l'autorise. Tu touches pas aux data parce que je suis jamais vraiment sûr que ce soit vraiment anonymisé ou pseudonymisé. On connaît les data de prod qui traînent en pré-prod, hein, donc non. Et par contre, tu as tout à fait le droit d'aller lire les données de log. Et alors en prod, tu touches à rien. Donc ça veut dire que même les scripts de migration, tu touches... voilà. Et vous pouvez le contraindre. Vous avez des petits fichiers de config sur lesquels vous pouvez lui spécifier des environnements, des permissions, et même des permissions par outil. Alors comment je fais pour lui donner accès à la prod sans lui donner mes clés de la prod? C'est là où j'aime bien utiliser la MCP. Typiquement, moi j'ai une prod complète dont les datas vont être ingérées par un Grafana Loki, par exemple, qui a une API et qui exige des credentials pour être connecté. Alors si je le mets dans le cloud, c'est bien gentil, mais ça fuite et hop, tout le monde y a accès. C'est le besoin complet du serveur MCP, je le mets au milieu. Le MCP, le serveur qui va se rendre disponible aux agents pour leur dire, voilà, j'augmente tes capacités, tu vas pouvoir interagir avec un élément extérieur. À Visa Entreprise, ça permet d'être le coffre qui va faire le lien entre l'agent et le MCP. Alors là, je mets 0 credentials, mais quand vous travaillez à plusieurs, vous pouvez avoir une notion de clé juste entre vous et le MCP, et ensuite c'est le MCP qui gérera l'authentification d'être au serveur de log. L'idée en plus, c'est que vous pouvez filtrer de la data. Donc dans le MCP, vous allez pouvoir lui donner des manières précises d'interpréter les logs sans qu'il en mange trop. Vous voulez analyser s'il y a eu des bugs de prod critiques durant la journée. Ben vous le retournez juste ce résultat-là, ça suffit. Moi, j'ai des skills qui font ça, et ça marche hyper pratique. Et j'ai des skills qui lui expliquent comment bien utiliser le MCP. Il faut le biberonner. Et ensuite, à partir du moment où on peut augmenter la parallélisation, je mets en place des garde-fous. Typiquement, pas plus de 5 MR, parce que moi, après, si j'ai trop de MR, les conflits, ça part en cacahuète. C'est une approche Kanban, ni plus ni moins. Pas plus de N tâches simultanées à chaque étape. Pas plus de N workstream. Pourquoi? Parce que j'ai pas un espace de stockage infini, et quand on fait de la compilation Rust sur son ordinateur, il y a un moment, il n'y a plus de place. Et limiter son geste. Je vous expliquais les petites actions que peut avoir votre Claude, vous pouvez les configurer selon les contextes d'utilisation, et des scripts complets, des skills, tout ce que vous voulez pour scanner qu'aucun secret ne sorte. Moi, la petite contrainte, c'est que vu que je suis en phase de R&D, si ça plante, il bloque pas le travail, il laisse passer, mais il le notifie. Mais ça, c'est une politique à appliquer au contexte d'exécution. Et comme je vous disais, l'objectif, c'est qu'un incident devient une règle. Un oubli qui fait fuiter, une règle qui le détecte, et Claude s'enrichit au fur et à mesure. L'idée, c'est que plus on l'utilise, plus il apprend notre manière de travailler, et plus il évolue dans le bon sens.
Gens du monde du testing, ouais, je trouve affreux la manière dont il écrit des tests. Ça me fait trembler des doigts de pied. Du coup, la manière dont je dis, écoute, moi j'aime bien STQB, il a des bonnes pratiques. Donc dans son skill de test, je dis, écoute, inspire-toi des meilleures pratiques et du protocole de testing chez STQB. Pareil, sur la manière de venir interagir avec une page, on différencie la manière d'interfacer la page avec le test réalisé. Pourquoi? Parce que sinon, ça part en cacahuète et ça devient immaintenable. La stack test, la pile de tests, pour moi, c'est un logiciel à part entière avec les mêmes procédés d'ingénierie logicielle que votre appli à part. Là, je l'ai mis à CC, ce qui est rigolote. No focus test, ça veut dire quoi? Bon, en fait, pour vous dire qu'il n'y a plus de problème dans le test, des fois, il le désactive ou il le supprime. Quand il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de problème. Donc là, je lui interdis de skipper des tests ou d'en supprimer, ou même de réduire la coverage, en gros, me supprimer des tests pour que ça passe mieux. J'aime bien l'utiliser aussi pour me générer des générateurs de data que j'utilise pour les tests. J'ai pas un clavier japonais et pour tester les noms japonais sur une application, c'est hyper pratique. Donc en vrai, il vient me consolider. J'ai plus de batterie. C'est bon. Il vient me consolider la surface de testing en ayant des tests les plus spécifiques. Et couplé STQB, il va me permettre de me proposer des jeux de données qui correspondent au cas que j'ai pas forcément envisagé. Est-ce que tu as bien testé la valeur la plus basse, la plus haute, un peu plus que la plus haute, un peu moins que la plus basse, de manière intelligente? MCP Playwright, pour moi, c'est le feu, hein, c'est trop bien. Ça vous lance le navigateur, ça interagit avec, ça le pilote, ça s'utilise pour plein de choses, le scrapping, ce que vous voulez. Trop bien. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez branché, chez moi, il l'utilisait tout le temps, même pour tester une addition. Oh, trop cool, je vais tester sur la plateforme si ça marche bien l'addition dans le fond. Bah non, un test unitaire, ça suffit. Et parce que le test ne prouve rien. Oui, parce qu'en fait, il me génère plein de tests, mais un test ne prouve pas qu'il n'y a pas de bug. Il prouve juste qu'il existe ou qu'il a structuré une petite partie. Toutes les nuits, je viens faire des flaky detect. En gros, je vais relancer les tests plein de fois, et je vais détecter ceux qui plantent à un moment. Pourquoi? Parce que des fois, il attend un certain nombre de secondes que la page s'ouvre, et en fait, ça marche pas parce que tu t'appuies sur des choses qui sont pas déterministes. Bref, l'idée, c'est qu'on détecte ce qui va plus pour les reprendre. Et on fait aussi des tests de mutation toutes les nuits. L'idée, c'est qu'en fait, il vient tester le code, il dit c'est OK. En fait, il est toujours vert, même quand je modifie le code. Donc si le test est toujours vert, même si ce qui est censé être testé ne marche plus, ça sert à rien, parce qu'un test qui ne tient pas, il rassure à tort, il donne une impression de confiance là où il n'y en a pas. Même un débat qu'on a eu ce matin avec mon associé, le problème c'est qu'avec cette approche-là, on a tendance à générer beaucoup de tests qu'il va falloir maintenir, donc faites attention à ça, et ça a plus donné l'impression de rassurer, alors qu'en fait ça devrait être utilisé dans une méthode de développement, donc ça n'est pas suffisant, et à mon sens, avoir un regard de review sur les tests générés est hyper important. Et l'idée, c'est qu'avant que ça parte en prod, toujours 3 intentions. J'insiste, je suis désolé, mais c'est pénible, aucun secret ne sort, on s'assure que le code est propre, puis qu'on regarde le rendu. Et en gros, ça ressemble à quoi? Entre chez moi jusqu'à la prod, j'ai des étapes, avec plein de petits scripts qui sont lancés, qui testent le format, le link, les tests, la CI complète. Mais ça, j'invente rien, c'est la même chose que n'importe quel procédé industriel. L'idée, c'est juste de donner à Claude, OK, en fait, si t'es développeur dans ma team, tu vas respecter la même manière de bosser que mes autres collègues dans ma team. C'est juste que je vais juste te donner les règles pour fonctionner, je te donne mes process, en fait. Et je donne même accès à quelques métriques de prod, c'est là où ça m'intéresse. Donc vous voyez, ça c'est juste un petit exemple histoire d'en vomir, mais on en teste des tas de trucs comme on testerait un peu partout. Mais le problème de Claude par rapport à un collègue humain, c'est que le collègue humain, il a tendance à faire un peu plus que ce qu'on lui demande. Déjà, il va le tester sur son ordi, puis il va se rendre compte au look and feel que c'est un peu lent quand même, c'est un peu cassé. Et puis, il va en parler à la machine à café, on va en parler autour d'une réu, et en fait, il va y avoir une mémoire qui va s'empiler. Claude, non. Donc, il faut vraiment venir construire avec lui une méthode qui évolue au fur et à mesure pour lui donner de plus en plus de contraintes, ou en tout cas des opportunités de contraintes. Et tout ça, je le robustifie avec l'observation en prod, parce qu'on va en laisser passer des bugs. De toute façon, il y a toujours des bugs qui passent. Mais l'idée, c'est pas de savoir de les compter, l'idée, c'est de connaître le temps qu'on met à les détecter et à les réparer. Donc, tout ça, pour moi, doit être drivé par une vraie notion de monitoring intense. Donc,
structurer correctement ses erreurs, avoir des bonnes métriques sur ce qui se passe sur la bécane, même les métriques business. Moi, j'aime bien mettre les métriques business pour voir quand est-ce que ça part en cacahuète. Ah, aujourd'hui, on a eu 0 inscription. Est-ce que c'est pertinent d'avoir 0 inscription? J'ai eu 0 création de check sur mon appli. Pourquoi? C'est étonnant. Je check aussi à tous les événements de déploiement, de redémarrage de runtime, pour corréler. Je veux savoir pourquoi j'ai une régression à un endroit précis. Je vais pouvoir dire, ah, bah oui, on a eu un déploiement hier soir, c'est sans doute par rapport à ça. Et post-log, du monitoring utilisateur, l'idée, c'est d'aller ensuite analyser le comportement que les utilisateurs ont sur l'appli pour pouvoir détecter ce qui bloque. Si vous voyez, par exemple, que votre utilisateur, il clique comme un frénétique sur le bouton Sign In, bah, c'est peut-être parce qu'il n'y arrive pas. Et Claude, il est capable de le détecter, ça, non? Je donne tout ça. Juste attention, en plus des mots de passe, il y a aussi la notion de RGPD. Et il y a des choses qui ne doivent pas passer côté log. Bon, pareil, rajouter des garde-fous dans la manière dont je fonctionne avec lui, en le forçant à, par exemple, ne pas tracer les emails ou les données personnelles dans les messages de log ou les mots de passe. Mais l'idée, c'est que l'agent puisse lire lui aussi les monitorings. Parce qu'en fait, ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Je monitore l'appli, je monitore la prod, mais je monitore aussi l'agent. Donc à chaque fois qu'il fait une action, à chaque fois qu'il appelle un outil, à chaque hook, je monitore l'intégralité de ce qu'il fait quand il se plante. L'idée comme ça, c'est que dans la boucle, il va pouvoir s'améliorer tout seul. Et derrière, on va prendre tout ça et on va avoir un agent derrière qui va s'appuyer sur toutes les données et de manière régulière proposer des routines pour proposer la réduction du temps de détection et de correction des bugs. Mon histoire du boss des stacks des 503, je me suis amusé à rejouer le bug pour voir combien de temps on mettait. À l'époque où on a mis 50 minutes pour détecter le souci, là, la grosse idée, c'est qu'en le branchant tout le système de prod, il a détecté de lui-même le souci et m'a proposé un fixe dans la foulée que j'ai pu valider en moins de 15 minutes. Bon, ça, c'est des petits trucs auxquels je m'amuse, parce que des fois, ça suffit pas. Alors, j'ai pas suffisamment de copains qui testent mes applis. J'ai des applis qui se baladent tout seuls sur les applis. Et l'idée, c'est qu'elles vont faire ça de manière déterministe, mais des fois, elles savent pas quel chemin prendre. Alors, à ce moment-là, elles invoquent un Claude qui lui dit, tiens, voilà tout ce que j'ai parcouru, propose-moi d'aller plus loin. Et lui, il vous dit, ah, tu veux aller faire une commande? Ben, peut-être que va sur la page de produit, et ensuite, va jusqu'au panier. L'idée, c'est que ça va me générer de nouveaux signaux. Je récupère toutes les datas que j'ai sur mon navigateur, les requêtes réseau, le temps de latence, que je vais pouvoir utiliser pour débugger de manière systématique. Ça marche hyper bien avec Levite, par exemple. Mais l'idée, c'est que l'IA ne court-circuite rien. Elle est obligée de passer de l'intention à son écriture. On la verrouille et on observe. L'idée, c'est que des remparts, c'est que vous ne passerez pas. Rien ne passe sans franchir chaque maillon. Bon, bah, du coup, si tout marche hyper bien, on peut lancer, lâcher les chiens et passer à la vitesse supérieure, parce que pompez l'homme, on peut maintenant lancer 50 milliards d'agents. Ouais, c'est là où je suis en train de me perdre en ce moment, j'ai l'impression de jouer avec des milliards de Tamagotchi. La manière naïve, je discute au clavier avec lui sur un terminal. Est-ce que tu peux me corriger à la pagination de l'écran de check? La deuxième, un peu plus amusant, je le lance directement en commande P, corrige le ticket et puis tu me génères un format JSON. Bah, du coup, on peut générer des scripts qui invoquent tout seul Claude. Par exemple, j'ai un hook en mode, je reçois un ticket GitLab, analyse-le et dépile-le. Ou toutes les 5 minutes, va voir s'il y a un nouveau ticket et puis dépile-le. Maintenant, quand j'appuie sur Entrée, c'est parti, ça c'est le début de la folie. L'idée, c'est de dire, j'ai deux méthodes. Soit je mets le workflow dans Claude, donc c'est-à-dire que je vais tout mettre le protocole dans les skills, ou alors je fais l'inverse. Et je mets Claude dans le workflow. Ben, l'idée, c'est qu'en fait, je facilite son onboarding en disant, ma chaîne va invoquer plusieurs Claudes à des instants précis, je m'assure, je lui verrouille la manière de travailler. Oui, parce qu'en fait, il a une vilaine tendance, quand vous parlez beaucoup avec lui, il a de la data, puis quand il en a trop, il compacte, on reprend, il compacte, et quand vous faites l'accordéon, au bout d'un moment, il perd un peu la mémoire, et ce que vous lui avez demandé de faire de manière rigoureuse, il passe complètement à côté. C'est comme si vous lui avez donné beaucoup trop de bière, c'est affreux. Et pour moi, l'objectif, c'est l'inversion, passer de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un démon qui, à chaque fois que j'allume ma bécane, lance automatiquement l'usine, et c'est en train de se lancer sur un serveur, mais l'idée, c'est que moi, je fixe le périmètre. Toutes les 5 minutes, il vient checker s'il y a des soucis, il dépile un ticket, et là, il déroule tout ce qu'on vient d'aborder. Il s'assure que déjà tout tombe bien en local, il planifie, il exécute, et j'ai une phase de review. Les garde-fous, pas plus de 2 agents.
en simultané. Alors pourquoi pas plus de 2 agents? Parce que tout ça demande du compute. Donc vos bécanes, elles sont pas infinies. Donc après, il faut commencer à distribuer les usines sur plusieurs ordinateurs. Enfin, on commence à faire de l'orchestration de compilation. Bref. Grosse contrainte, c'est qu'au bout de 3 échecs sur une même tâche qu'on vient répéter, on fait une pause. Et on dit, OK, là, j'ai besoin d'un coup de main, aide-moi, je suis bloqué. Cédric, aide-moi. C'est là où il fait une... Moi, je peux mettre en pause quand je veux, mais le merge reste mon outil. Et ça, c'est 2 scripts. C'est un script démon qui va lancer, qui tient la boucle, et le run qui lance le process. Ce que j'aime bien derrière, c'est que l'usine peut entretenir l'usine, parce que du coup, vous avez l'appli, mais vous avez l'appli qui génère l'appli. L'idée, c'est que vous allez capter tous les signaux qu'on a évoqués. Ah, ça a planté. Ah, j'ai tracé les bugs. Ah, c'est revenu en arrière. Tous les éléments qu'on a mis derrière, on récupère tout. On les accumule, on a de la data. Ça, c'est des vraies données. C'est le nombre d'applis GitHub que j'ai fait la semaine dernière. J'accumule tout ça, le nombre de fouilles de dossiers, le lancement de tests, tous les gestes qui sont répétés. Tous les soirs, j'ai une phase d'analyse. Il va comprendre tout ça en disant voilà tout le bazar que j'ai fait, ce que j'ai mal compris, et je te propose qu'on améliore. Et on propose des pistes d'amélioration pour optimiser le workflow et son usage, parce qu'il fait partie du workflow. Et une fois qu'il m'a proposé toutes ces traces et il a proposé des pistes d'amélioration en mode ah, attention, t'as fait la même commande 178 fois, peut-être que ce serait intéressant de faire une commande juste pour ça, un petit script. Ah, tu feras attention, tu consommes énormément de tokens sur telle commande, peut-être que ça vaudrait le coup de réduire la data que tu injectes. Ou il y a des liens cassés, ou d'autres règles qui peuvent arriver. Le nombre de mesures en continu, ça va être le temps de détection d'un bug, par exemple en prod. L'objectif, c'est d'itérer pour que ça diminue de plus en plus. Le nombre de régressions que j'ai pu avoir sur mes livraisons. Le nombre de fixes auto proposés. J'ai détecté un souci, je propose un fixe jusqu'à la MR et l'autonomie complète. L'idée, c'est vraiment détecter quand est-ce que ça arrête le flow et quand est-ce que ça l'oriente. Juste un petit élément de contexte. Claude, il a une vilaine tendance, c'est qu'il ne vous explique pas vraiment comment il fonctionne en interne. Et des fois, il fait n'importe quoi. Typiquement, ça le dérange pas. Il va pas trouver votre skill est mal fichu, il se souvient pas, il n'est pas écrit correctement. La semaine dernière, mon GitLab CI, je l'ai changé, mon petit script d'accès à GitLab, sauf que lui, il avait en mémoire l'ancienne documentation. Donc à chaque fois, il allait relire le fichier, tout comprendre plusieurs fois. Et ça consomme un max de tokens. Donc l'idée derrière, en fait, c'est d'analyser tout le travail répétitif qu'il fait souvent. Il recharge les enves de manière astronomique, il repull le backlog, bref, ce qu'on appelle le toil. Et le retry, ça, c'est une étape qui a échoué et qui va avancer de manière régulière. Ça s'appelle la friction. La friction, c'est ce qui coûte du temps et de l'argent. Donc l'idée, si on a commencé à monitorer la bestiole à chaque essai et qu'on injecte tout ça dans de la data, on va pouvoir faire de l'analyse en continu. Ça, c'est mes petites data perso. En gros, entre le 12 mai, on est passé de beaucoup trop de friction sur une semaine à quasiment plus rien, où les scripts répétés sont transformés en action. Et de l'autre côté, on est passé de 38 tickets réalisés en une semaine à 1300. Ouais, c'est pour ça que j'ai plus de tokens pour vous les présenter ce soir, mais on augmente l'autonomie. En fait, ce qui m'intéresse surtout derrière, c'est de vous dire, demandez à Claude de s'analyser lui-même, mettez-lui en place ce qu'il faut pour que vous optimisiez son flow et que vous réduisiez son coût. Parce qu'Anthropic, il n'a aucun intérêt à que vous consommiez moins de tokens. Et comment on fait pour passer sur une appli legacy ou qui a été webcodée comme des zinzins? Ça fait 3 mois que vous êtes dessus, comment vous mettez ça en place petit à petit? C'est comme quand moi je reviens sur une démarche legacy. On commence par recartographier les zones chaudes. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'on a des clients qui viennent nous voir pour faire exactement ça. Le problème, c'est qu'eux n'ont même pas la connaissance fonctionnelle du bousin qu'ils ont généré. Donc en fait, il faut déjà commencer par analyser ce que ça fait, comprendre les besoins business, et ensuite, on cartographie, on va venir analyser les zones chaudes, les sécuriser, les isoler, on met en place des verrous, et on peut accélérer sur les endroits sur lesquels on a déployé le filet. L'idée, c'est la même approche que sur de legacy, sauf que là, il n'y a pas grand monde qui peut nous répondre. C'est comme si vous héritiez d'une entreprise dans laquelle il n'y a plus personne qui travaille dedans. Ok, ça tourne tout seul. Mon petit verdict après quelques mois, une fois qu'on a augmenté la vitesse, que ça fonctionne autonomique, ça s'entretient tout seul, le bilan.
Pour moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il a pas forcément le même avis. Il y a des grosses entreprises qui se disent: «OK, moi, je vais vous proposer des agents qui surveillent les agents ou qui vont venir faire, tout ce que je vous propose à votre place, qui va se débrouiller tout seul». Ils vous proposent un outil de plus branché en aval. Mon approche que je vous propose, c'est de dire: «OK, si on faisait le travail d'ingénierie, mais en fait, on allait onboarder Claude dans notre démarche en lui donnant nos process et nos manières de fonctionner». Donc en gros, on crée une machine qui surveille la machine et ensuite qui tranche, c'est nous. L'idée, c'est qu'en fait, on viendra pas nous remplacer. Je suis pas d'accord, on remplacera pas l'humain à faire du dev, mais par contre, on va se retrouver à industrialiser la machine pour aller de plus en plus vite, à mon sens. Parce que pour moi, la confiance dans un projet ou dans un produit, c'est pas de la magie, ça reste de l'ingénierie. Et maintenant, je vous invite, à vous aussi, à bafouiller avec moi pour me poser le maximum de questions. Ah, j'en profite juste, je vous ai juste mis là. Ça, c'est mon site de la boîte avec des articles des fois un peu trop compliqués, mais on s'amuse bien. Et sur l'autre, c'est mon blog perso dans lequel je raconte mes pérégrinations autour des IA. Alors, des fois, c'est un peu trop compliqué. Enfin, je remets plein de gros mots, mais dedans, je détaille certains sujets dont je vous ai évoqué là, et au grand plaisir d'échanger autour de ça.